Comment lancer ton activité de sous-location en 2024? Ceci est la vidéo ultime dont tu auras besoin pour lancer et réussir dans l'activité de sous-location immobilière professionnelle en 2024. Dans ce guide complet, je vais te montrer étape par étape comment démarrer et gérer une activité de sous-location rentable. Si tu cherches une formation de A à Z qui t'enseigne comment débuter, choisir les bons appartements et maximiser tes revenus avec un investissement minimal, alors cette vidéo est exactement celle qu'il te faut. Je vais aussi te montrer par des chiffres précis, concrets, pourquoi la sous-location Airbnb est le business à lancer absolument en 2024. Les stratégies et conseils que tu vas découvrir proviennent de mon expérience personnelle après avoir construit un empire immobilier en sous-location qui me rapportait jusqu'à 15 000 euros par mois. J'ai ensuite revendu mon entreprise avec une plus-value à 6 chiffres et je suis aujourd'hui expatrié à Dubaï. Aujourd'hui, je suis toujours présent dans la société de sous-location en tant que conseil et j'enseigne comment devenir libre grâce à la sous-location professionnelle. Cette vidéo va être riche en informations, mais je t'assure qu'à la fin de cette vidéo, tu posséderas plus de connaissances que la majorité des personnes sur le marché de la sous-location, te permettant ainsi d'économiser temps, argent et effort. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner ma stratégie, ma propre stratégie, celle que j'ai utilisée avec mon premier appartement pour exploser mes revenus alors que j'étais salarié. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant même de te montrer comment te lancer, je vais te donner quelques chiffres précis, comme je te l'ai dit, pour prouver que tu as face à toi, pas à moi, face à toi, le meilleur business à lancer en 2024, chiffres à l'appui. Et ça va te donner une énergie de dingue pour ton projet de sous-location immobilière. Premier chiffre, première information hyper importante, la France, notre beau et doux pays. La France est le pays le plus visité au monde, loin devant les États-Unis et l'Espagne. Et cela ne tient pas compte de l'afflux des voyageurs du fait des prochains Jeux Olympiques là en 2024. Deuxième information, je vais te donner des informations très rapides. Deuxième information, les recettes liées au tourisme augmentent tous les ans de manière significative, plus 11,6% là en 2023 par rapport à 2022, comme tu peux le voir sur le document que tu as sous les yeux. Troisième information, la conséquence est donc que l'on a dans l'hébergement touristique un taux de défaillance d'entreprise qui est ridiculement bas, faible par rapport à tous les autres secteurs d'activité. À ce propos, je t'invite à aller voir une de mes vidéos, je te mets le lien en haut ou en bas, je ne sais plus trop où cette vidéo compare le business de la sous-location avec d'autres business en ligne pour 2024. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Quatrième information, quatrième donnée, on évalue à environ 4 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne ce qu'apporte un logement Airbnb par Français hôte. Quand on dit Français hôte, c'est-à-dire des personnes qui accueillent des voyageurs via la plateforme Airbnb. Donc j'ai envie de te dire, tu attends quoi? Là, je me mets en mode provocateur. Tu attends quoi? Car certains me disent encore en privé, j'attends le bon moment, ça là. Mais quel bon moment? Le bon moment, c'est maintenant. Et en plus, dans la formation, les gens que j'accompagne, on vous met à disposition, vous pouvez régler cette formation via le CPF, le compte professionnel de formation. Vous avez aussi d'autres aides pour les auto-entrepreneurs. Vous avez des aides pour les personnes sans emploi via Pôle emploi, l'ANPE. Vous n'avez aujourd'hui aucune raison pour ceux qui veulent vraiment et réellement se lancer en sous-location professionnelle. Donc, pour ceux qui veulent vraiment se créer un business, qui sont sérieux et qui veulent se créer ce business rentable et quasi passif, on continue. Les autres, continuez à attendre. Je sais pas quoi, continuez à attendre je sais pas quoi. Vous vous réveillerez peut-être un jour, mais ce sera sûrement trop tard. Donc premier élément, première info pour te lancer en sous-location professionnelle, quel budget pour ta sous-location? Tu dois te donner un budget de démarrage. Car même si on peut commencer avec peu, un petit budget est conseillé pour démarrer rapidement. Pourquoi? Car même dans la meilleure des configurations, donc par exemple avec un logement meublé et tout ce qui est disponible en termes d'ameublement dans le logement, même dans cette configuration-là, il te faudra quand même, tout de même, optimiser la décoration pour donner par exemple cet effet waouh à l'appartement. Et pour cela, tu devras donc ajouter
quelques éléments de déco. Il faudra ici compter quelques centaines d'euros maximum. Donc tu vois, on va pas chercher très très loin en termes de décoration et d'ajustement en termes d'ameublement. Tu auras aussi la caution. En meublé, c'est environ 2 mois de loyer. Mais essaie quand même de négocier avec le propriétaire de l'appartement, car n'oublie pas les avantages que l'on apporte aux propriétaires en termes de sous-location, notamment dans le bail, tout ce qui est durée. Le propriétaire peut résilier, arrêter le bail quand il le souhaite, premier élément. Deuxième élément, on va prendre soin de l'appartement. Étant entendu, pourquoi je vous parle de ça? Car étant entendu que la notion de caution est à rattacher, à mettre en lien avec la dégradation de l'appartement et le non-paiement des loyers. Dans la mesure où nous, on est là pour prendre soin de l'appartement et que le propriétaire peut récupérer son appartement quand il le souhaite, ce sont des éléments en votre faveur que vous pouvez avancer au propriétaire pour lui dire voilà, dans ces conditions-là, êtes-vous d'accord pour je ne vous règle qu'un mois de loyer et non pas 2? Alors je vous conseille tout de même quand je vous parle de faire cette négociation-là, de la faire si le propriétaire vous a déjà donné son accord sur le bail, pas avant. Vous n'allez pas visiter l'appartement et tout de suite lui dire, écoutez, alors même qu'il vous a pas donné son accord, vous n'allez pas lui dire tout de suite, écoutez, êtes-vous d'accord qu'on négocie, je vous donne pas 2 mois de loyer, mais simplement 1 mois. Attendez quand même qu'il soit OK avec vous sur votre business model de sous-location professionnelle, et là, s'il est d'accord, vous essayez de négocier avec lui le seul mois de loyer de caution et non pas 2. Donc au final, tu auras ton premier loyer à régler, ainsi que la caution 1 mois ou 2 mois, selon la négo que tu as pu avoir. Mais pour information, sachez qu'aujourd'hui, je ne donne même plus, chez Apartine Toulouse, on ne donne même plus de caution, ni 1 ni 2 mois. Et plus tard, vous serez, je vous le souhaite, dans cette situation-là, parce que il y aura un renversement de la pression entre vous et le propriétaire. Vous serez dans une situation favorable vis-à-vis du propriétaire qui vous demandera, qui vous suppliera de bien vouloir récupérer son appartement en sous-location professionnelle. Deuxième élément hyper important, le choix de la localisation. Tu devras ici faire un choix entre ta propre ville ou d'autres villes, notamment pour aller chercher une rentabilité potentiellement plus élevée. Dans ta ville, ça va aller beaucoup plus vite. Tu vas te prospecter plus facilement. Ça va plus vite, notamment car tu peux mieux comprendre ton business, puisque dans un premier temps, tu vas faire ton ménage tout seul, tu vas auditer ton appartement, éventuellement tu vas être amené à croiser tes voyageurs ou tes voisins, et cela va te permettre d'en savoir plus sur ta sous-location professionnelle, sur ton appartement. Mais attention, il ne faut pas être obtus, car si ta ville n'est pas top en termes d'études de marché, tu devras aller sur des villes voisines avec un bon scoring rate. Ce qu'on appelle un bon scoring rate, c'est notamment sur des applications comme RDNA ou sur d'autres sites internet qui mesurent la demande locative. Ces sites vont te donner un scoring, c'est-à-dire une notation de cette ville en termes de demande locative. Et si cette ville a un scoring, une notation qui est faible, ça veut dire que c'est pas intéressant. Donc ne fais pas, s'il te plaît, ne fais pas cette erreur de débutant qui consiste à aller vers la facilité, c'est-à-dire la facilité de la proximité entre ton logement, là où tu habites, et l'appartement, la zone que tu as décidé de prospecter en termes de sous-location. Le choix de la localisation se fait donc par l'étude de marché et donc aussi par l'analyse de la tension locative de la ville, j'en ai parlé. Alors n'hésite pas à aller sur des outils comme RDNA pour évaluer la rentabilité de différentes villes qui entourent là où tu habites. Ça, c'est hyper ultra important. Pour résumer, le conseil que je peux te donner, c'est de faire en quelque sorte un premier bien dans ta ville, puis d'aller ailleurs. Alors quand je dis de faire un premier bien dans ta ville, si tant est que ta ville a un bon scoring rate, ou du moins une notation moyenne. Et ensuite, quand tu as fait ce premier appartement, tu peux aller vers d'autres villes, sortir un petit peu et aller chercher des villes avec une très bonne rentabilité. Troisième élément, la sélection du type de logement. Vers quel logement aller? Ici, c'est sûr, c'est même certain qu'aller sur des appartements qui peuvent accueillir un nombre important de voyageurs, ça va te faire rentrer plus de chiffre d'affaires. Et ça, c'est le premier réflexe, c'est naturel, que l'on peut avoir quand on démarre. Mais c'est à relativiser. Faites vraiment attention à cela, car la gestion d'un logement de 6 voyageurs n'est pas la même que celle d'un studio de 2 voyageurs. Avec un logement de 6 voyageurs, tu auras un investissement de départ plus élevé, tu auras plus de dégradation, plus de risques de troubles au voisinage et de possibilités, plutôt de risques
de fête. Donc je te conseille vraiment d'éviter cela pour tes premiers appartements, d'éviter des appartements qui peuvent aller jusqu'à 6 voyageurs. Au début, va sur du grand studio ou du petit T2, tu vas te faire la main, tu vas emmagasiner de l'expérience et ensuite tu peux aller ou faire du moins une étude de marché sur la rentabilité d'un appartement plus grand qui peut accueillir jusqu'à 6 voire 8 voyageurs. Quatrième conseil que je peux vous donner pour lancer votre activité de sous-location, c'est veiller à l'encadrement de ton activité. Ici, on va parler en priorité du bail que tu vas être amené à signer avec ton propriétaire et donc de l'importance d'avoir un bail dérogatoire professionnel et adapté à notre activité de sous-loueur. Le premier conseil que je puisse te donner, c'est de ne rien faire vraiment sans contrat, car sinon tu es hors la loi. Et je dis pas ça simplement pour te faire peur, je dis ça simplement parce qu'on a de plus en plus aujourd'hui, on peut le voir dans l'actualité, de décisions sur des sous-loueurs qui ont été condamnés car ils faisaient une activité de sous-location illégale. Les élèves que l'on accompagne dans ma formation Business Sous-Loc Mastery, on ne fait pas que leur mettre à disposition ce fameux bail dérogatoire, on leur explique tout sur ce bail. Je crois même qu'il y a carrément tout un module complet consacré à cela dans la formation. C'est vous dire, à mes yeux, l'importance du bail dérogatoire. Et surtout, c'est un document, ce bail, que l'on a fait évoluer, que l'on a optimisé par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui. Il y a par exemple la garantie contractuelle de paiement des loyers qui est inscrite au bail et qui fait très honnêtement, qui fait mouche lors des visites prospection quand tu essaies de convaincre un propriétaire. On est aujourd'hui, chez Sous-Loc Mastery, les seuls à avoir ce type de bail avec cette garantie-là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de formateurs sur les réseaux qui vendent le bail 2000 €, 3000 €, 4000 €. Il y a aussi toute une mode du bail civil nouvelle génération. Franchement, c'est du pur bullshit. Ce que je veux dire par là, c'est que ça sert à rien de vous mettre à disposition un bail, ce type de document-là, un bail dérogatoire, si on ne vous explique pas ce qu'il faut mettre à l'intérieur et surtout comment il fonctionne et également comment on peut l'utiliser pour convaincre un propriétaire. Je n'aime pas l'idée de mettre un bail à disposition à des personnes qui ne sont pas, par exemple, juristes de formation. Il faut quand même avoir des bases dans le domaine juridique pour pouvoir utiliser ce bail. Donc, si vous n'utilisez pas ce bail dans le cadre d'une formation avec une personne qui peut vous accompagner, c'est pas la peine, vous allez faire n'importe quoi avec ce bail. Et franchement, pour vous dire à quel point le fait d'avoir ce bail, c'est vraiment rien à comparer de l'activité, la totalité de l'activité de sous-location en elle-même. Très honnêtement, s'il y a parmi vous des personnes qui ont par exemple un diplôme en droit Bac+4, Bac+5, moi je vous le mets à disposition de bail. Vous avez sous la vidéo, vous avez une adresse mail. Vous m'envoyez un mail, vous me montrez que vous avez un diplôme Bac+4 ou 5 en droit, je vous envoie ce bail gratuitement. Là où tous les formateurs ou toutes ces personnes là vous le facturent 2000 €, 3000 €, 4000 €, je ne sais quoi, c'est nul. Moi je vous le mets à disposition gratuitement. Si tant est que vous me prouvez que vous avez le diplôme pour pouvoir mettre ce qu'il faut dedans, ok? Je ne dis pas ça pour faire la différence entre les gens qui sont diplômés et ceux qui ne le sont pas. Moi, par exemple, je suis nul en pâtisserie. Donc, même si tu me donnes la recette pour faire un Paris-Brest ou une tarte tatin, je suis nul, je sais pas la faire, je sais pas faire ces pâtisseries-là. Donc, je vais vous faire de la daube. Donc, c'est pareil. Vous donnez ce type de bail-là à quelqu'un qui n'est pas juriste de formation, il va écrire n'importe quoi, il va faire de la daube avec. C'est la même chose que ça là, qui fait une tarte tatin ou un Paris-Brest. C'est clair la comparaison, la métaphore? Comme d'hab, dans chaque vidéo, c'était le petit coup de gueule adressé à, non pas des formateurs, si il y a des formateurs, mais d'autres personnes qui vendent le bail dérogatoire ou qui disent « Je suis passé par mon avocat, ça m'a coûté 4000 €, c'est bullshit, c'est complètement faux. » Ok? Donc, on met ça de côté. Pour bien encadrer ton activité, revenons à des choses beaucoup plus sérieuses, tu dois aussi choisir la bonne structure juridique. Tu auras le choix entre l'entreprise individuelle, EI, et une société type SAS ou SARL. L'idéal, c'est une véritable société, type SAS et SARL, mais si tu ne veux pas démarrer avec une société, franchement, privilégie plutôt l'entreprise individuelle plutôt que la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est quoi? C'est le statut d'auto-entrepreneur, tout simplement. Et là, le problème, c'est que tu vas être taxé sur le chiffre d'affaires. Donc, ça peut faire
très mal d'un point de vue fiscal. A contrario, l'entreprise individuelle, tu as le régime réel. Donc tu peux déduire de ton chiffre d'affaires des frais que tu auras supportés pour mettre en œuvre ton activité. Et notamment, ce qui pèse lourd chez nous, c'est le loyer. Donc c'est plus intéressant en termes de rentabilité pure après imposition. Alors, il faut vraiment faire aussi attention. Je sais que j'accompagne des gens qui sont en restructuration, qui ont quitté leur emploi et qui bénéficient de ce qu'on appelle l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, ce qu'on appelait avant le chômage, tout simplement. Donc, en fonction du type de société que vous créez, certaines sociétés, vous allez continuer à pouvoir bénéficier de l'ARE. Si vous créez d'autres sociétés, faites attention, d'autres structures juridiques, tout ceci votre ARE peut s'arrêter. Donc, faites vraiment attention au choix de la structure juridique, c'est propre à chacun. 5e conseil que je peux vous donner, les amis, comment maximiser tes revenus Airbnb et bien évidemment Booking, donc les plateformes de réservation. Là, je vais te donner ma technique. Celle que j'ai utilisée le premier mois. Souvent, je donne cette technique de faire le ménage soi-même en quelque sorte. Souvent, je la donne, la technique de faire le ménage soi-même, pour connaître ton process ménage à mettre en place et aussi savoir combien de temps cela prend. Dans l'optique, après, in fine, de bien recruter une personne de ménage. Mais en plus de cela, en plus de ce que je viens de te citer, tu peux très bien envisager de faire toi-même le ménage et toute la gestion physique afin de maximiser ton cash flow. Là, tu vas faire un mois de malade en termes de chiffre d'affaires. Alors oui, j'entends tous ceux qui disent rat race, tu échanges ton temps contre de l'argent, c'est là, alors que tu nous promets la liberté financière. Oui, mais là, c'est hyper intéressant de le faire de manière temporaire seulement, les amis. Je n'ai pas dit que vous allez faire ça toute votre vie. Vous le faites de manière temporaire, le temps de faire grossir votre société, et ça vous permettre de financer les nouveaux appartements que tu vas entrer. Surtout pour ceux qui n'ont pas de capitaux importants et qui veulent grossir vite et fort. Donc ça, c'est une excellente technique. Personnellement, je l'ai fait. J'étais salarié, j'avais une pause de midi à 14h, comme un peu tout le monde. Cette pause-là, je mangeais un quart d'heure et je filais dans mes appartements. Je faisais 1-2 ménages par jour, pas de souci, lors de la pause déjeuner. Grosso modo, vous avez, dans le domaine de la location courte durée, 7 rotations par mois, 7 rotations par appartement. Si vous avez un appartement, 7 rotations par mois, ça vous fait un peu moins de 2 ménages par semaine. Vous pouvez consacrer quand même 2 heures de votre temps pendant votre pause déjeuner pour aller faire le ménage, ne serait-ce que pour voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Et en plus, sur ce mois-là, vous avez fait 7 ménages, ça va booster votre activité de malade. Et ce chiffre d'affaires-là, ce cash flow-là, va vous servir à aller chercher d'autres appartements, va vous servir à booster votre activité. Et ça, je vous dis, les amis, au début, c'est game changer. Et voilà, les amis, nous avons parcouru l'ensemble des étapes essentielles pour lancer avec succès ton activité de sous-location en 2024. Grâce à ces conseils et ces stratégies, tu es maintenant armé pour démarrer ton entreprise de sous-location de manière rentable et durable. Si tu es prêt à te lancer dans la sous-location professionnelle, ou si tu cherches à affiner tes techniques actuelles, tu as déjà des appartements, tu souhaites être coaché, qu'on t'envoie vers the moon, vers la lune, n'hésite pas à réserver un appel avec moi pour un bilan personnalisé. Ensemble, nous allons élaborer un plan d'action sur mesure adapté à tes besoins et à tes objectifs. Je vais auditer ton activité. Si tu as déjà aujourd'hui une activité avec quelques appartements, on va regarder quelles sont les pistes d'amélioration et on va se fixer des objectifs long terme de chiffre d'affaires, de nombre d'appartements. Et tu verras, ça va être hyper intéressant pour toi. Si tu démarres, tu connais pas grand chose, pas de souci. Tu bookes un appel et on regarde ensemble comment faire en sorte d'aller vite, loin et fort ensemble. Ok? Donc clique sur le lien dans la description pour réserver ton appel, c'est totalement gratuit. Et si tu veux approfondir davantage tes connaissances en sous-location professionnelle, pas de souci. Clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur l'écran. Vidéo extrêmement intéressante sur la sous-location, les bases de la sous-location. Je vous dis, les amis, à très bientôt. C'était Salah. À très bientôt pour d'autres conseils et astuces sur la sous-location professionnelle.